à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Nous allons parler de technologie aujourd'hui, de start-up, de l'avenir certainement. Pour ça, on reçoit David Della Vecchia qui est CEO d'Inity. Bonjour. Bonjour. Alors, Inity, c'est l'incubateur des start-up technologiques en Wallonie. Vous allez expliquer ça plus en détail. Vous avez pris la tête de cet incubateur au printemps dernier. Vous allez nous présenter aujourd'hui un peu des éléments liés au plan stratégique que vous avez écrit. Donc, on est très heureux. Merci pour ça. Merci pour l'invitation. Alors, on l'a dit, Inity, c'était avant WSL, je ne sais pas si on prononçait comme ça, un incubateur, celle qui était avant vous à la tête de l'institution, on n'aimait pas trop le mot, mais vous dites c'est ce qui nous définit le mieux. Alors racontez-nous un peu quelle est votre mission. Donc la mission d'Ignity, c'est d'abord d'accompagner des startups tech et deep tech et des scale-up qui sont sur le territoire wallon. Donc en termes de sociétés incubées, ça représente 80 sociétés. Et à côté de ça, on a développé aussi des programmes d'accélération. Donc on est sur des durées beaucoup plus courtes. Et là, l'année prochaine, on suivra une centaine de sociétés internationales sur des thématiques diverses. Et justement, les thématiques, ça couvre tous les champs ou il y a des priorités que vous fixez ? Pour le moment, on a énormément de succès au niveau des accélérations de défense, puisqu'on a su démontrer on en parlera. Oui, une expertise internationale, donc on pourra y revenir. On a également un programme au niveau des semi-conducteurs, mais l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher d'autres programmes pour montrer notre expertise et la développer à l'international et amener dans notre sillage l'ensemble des startups qu'on représente. Alors, parlez-nous un peu de vous. Donc, vous êtes arrivé en avril à la tête d'Inity. Je lisais que vous aviez créé votre première entreprise à 16 ans, c'est vrai? Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'entrepreneuriat dans mon ADN, en fait. D'abord par mon père, qui était entrepreneur dans les techniques HVAC. Il m'a emmené très tôt sur les chantiers, ce qui était une super chose, en col bleu, en train de monter des gaines. Donc, c'était la première chose où j'ai pu voir une logique d'entreprise. Vous avez mis dans le bain, littéralement. Quoi, exactement. Ouais. Et puis, à 16 ans, j'ai entrepris ma première société. C'était une société dans les techniques du spectacle. Et donc, sur la même année, je pouvais faire un festival de concert punk, le festival des Francopholies et une date des Toubitries sur cette année-là d'ailleurs. Et donc, c'est là vraiment que j'ai commencé à vendre, à apprendre à vendre une compétence, à vendre une expertise et à gérer une équipe. Et puis voilà, puis des études, ingénieur civil en électronique, Université de Liège, master en management de l'innovation à l'Université de Mons. Et puis de nouveau entreprendre, là, dans ma première société tech. Elle s'appelait RFID, traçabilité par puce électronique. Beaucoup de signatures de contrats à l'étranger, principalement en France, pour des grands noms comme la Poste française, LVMH. Et puis la possibilité de faire un bel exit en vendant la société et en l'intégrant dans le groupe ZS, qui est un des leaders européens dans la traçabilité. Et voilà. Et cette première société que j'avais créée à 26 ans, enfin première société tech, on va dire, elle était déjà incubée par Ignity WSL. Ah oui. Voilà. Et donc, suite à cette revente, à l'exit, je me dis je vais changer, je vais repartir dans un nouveau challenge. Et l'ancienne directrice de WSL me propose de me joindre à l'équipe. Et donc, j'accompagne 40 startups pendant 4 ans. Et là, de nouveau, des grands écarts. Je pouvais être le matin avec une société qui faisait des nanoparticules de métal à partir de torches plasma. Et l'après-midi, je suivais une société qui faisait de la pression 3D DOS à partir de céramique biocompatible. Donc voilà, 40 sociétés. Ah oui, formidable. En tant qu'ingénieur, et que c'est déjà super d'être dans un tel panel de techniques, mais surtout, c'était très agréable d'accompagner ces sociétés dans le challenge de trouver son marché, de se positionner correctement à l'international. Et donc oui, passionnant. Oui, d'avoir été accompagné et puis d'accompagner, c'est génial aussi. En Tout à fait. C'est une prolongation naturelle, finalement. Oui. Et puis après, la possibilité de réentreprendre de nouveau dans un secteur complètement différent, les essais cliniques avec les grandes sociétés pharma. Je me suis joint au projet Ardex Group, leader mondial dans la mesure de l'adhésion thérapeutique dans les essais cliniques. Donc en gros, c'est des smart packages, smart devices qui vont mesurer précisément quand le patient prend son médicament et qui vont permettre de tirer une conclusion correcte sur l'efficacité et la safety en tenant compte de la prise. Donc, en rentrant dans cette société, l'objectif c'était de la transformer. Elle venait de faire un MBO, c'était une société de smart package. Avec mon co-CEO, on l'a transformée en société de software as a service.
Et la plateforme est la référence pour le moment dans les essais cliniques, déjà utilisée par la moitié du top 20 pharma. Et puis là, la transformation finie, j'étais en recherche d'un nouveau challenge. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que le poste de directeur chez Ignity allait être vacant. Et donc, j'ai suivi le process et me voilà. Tout s'emboîte naturellement, finalement. Ça semble facile quand c'est exprimé comme ça. Maintenant, il y a quand même le challenge. Les challenges d'entrepreneurs étaient conséquents dans les deux projets, comme toujours. J'imagine. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui est véhiculée dans tout ça, d'innovation, évidemment, d'énergie. Il y a de la passion. Ça doit être assez réjouissant. Ouais, il y a de la passion. Donc, tant que soit vous créez votre propre projet, soit vous aidez des autres à se réaliser, c'est toujours enrichissant. Avec aussi un regard sur une Wallonie qui bouge et qui invente, ce qui est quand même aussi clairement, positif. On pourra peut-être en reparler sur certaines métriques qui sont liées à la Wallonie, mais clairement, on est un acteur du redéploiement industriel de la Wallonie, on est un acteur d'amener des startups à s'internationaliser, à devenir les leaders de demain. Donc c'est un challenge que je pense que beaucoup de gens aimeraient prendre également. Justement, alors vous êtes arrivé donc en avril, mai sans doute effectif. Vous avez pris un peu de temps, j'imagine, même si vous connaissiez la maison, de travailler un peu. Donc maintenant, vous avez rédigé un plan stratégique, une vision stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait réimpulser une nouvelle dynamique. C'est quoi en fait ce nouveau plan? Le contexte actuel n'est pas le même qu'il y a quelques années, et principalement sur les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de tensions dans le marché. Les grands enjeux, en fait, pour nous, c'était de se réinventer. Et heureusement pour nous, on avait une base hyper solide, c'est 25 ans d'activité, près de 300 startups accompagnées, une reconnaissance de notre écosystème. Et donc sur ça, on a pu vraiment, avec l'équipe, réfléchir à comment veut-on se projeter dans le futur. Et la projection, elle se tient dans une ambition qui est de devenir, dans les 5 ans au niveau européen, un des incubateurs les plus performants d'Europe. Ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire c'est quoi l'échelle? L'échelle, on parle de performance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est... En fait, c'est notre client, si on peut parler de la sorte, c'est nos startups. Et c'est nos startups qui doivent nous évaluer pour qu'on les aide à gravir tous ces échelons vers l'internationalisation. Et donc, si on regarde très pratiquement, on doit arriver avec une excellence d'accompagnement. Et ça, notamment, les grandes améliorations qu'on veut faire, c'est reposer beaucoup plus sur l'écosystème. On a un écosystème qui est composé de gens qui nous reconnaissent dans nos compétences, dans nos expertises. C'est des ingénieurs, c'est des anciens ou des actuels entrepreneurs tech. Et c'est plus se reposer sur eux pour aider les projets qu'on suit. C'est également accompagner beaucoup plus nos sociétés dans un ensemble de challenges qu'elles rencontrent. On a fait pour ça toute une analyse et on voit clairement que nos sociétés, on voit ce qui les attend dans les 18 prochains mois. La première chose, c'est les levées de fonds. 75% des sociétés qu'on suit vont entrer dans une levée de fonds. 50% vont déposer un brevet ou renforcer leur portefeuille de brevets. 33% comptent engager un manager complémentaire pour renforcer l'équipe de management dans une étape de scale. Et 30% veulent aussi monter dans des projets européens pour vraiment rentrer dans ce réseau et cette internationalisation. Tout ça, ça dit clairement ce qu'on doit faire pour elles. Il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés au territoire wallon. C'est comment s'intégrer dans l'écosystème et mieux travailler avec tout l'écosystème pour délivrer plus de valeur, plus d'impact pour les sociétés. Et comment faire mieux avec moins? Parce que c'est vrai qu'on est dans une époque en Wallonie, alors de manière générale, on dit souvent, vous connaissez la phrase qui est devenue un slogan, la Wallonie n'est plus un Mr Cash. Bon, il y a des discussions sur les aides, il y a des discussions sur les institutions, ça vous impacte ça? On est impacté en partie, puisque le faire mieux avec moins s'adresse également à nous. Mais on voit ça comme une opportunité. C'est une opportunité pour nous d'aller chercher plus de programmes à l'international, donc financés par des aides européennes ou d'autres programmes. Et on pourra y revenir notamment dans le secteur de la défense. Et donc ça nous permet d'obtenir des fonds pour Ignity, mais surtout d'obtenir des fonds pour nos startups, puisque dans les projets dans lesquels on est, toute start-up sélectionnée peut avoir des tickets non dilutifs qui vont de 25 000 à plus de 400 000, donc très intéressant. Ça leur permet de rentrer dans des réseaux d'expertise, de rencontrer des donneurs d'ordre dans une logique d'internationalisation, et c'est ça qu'on nous demande. C'est amener nos start-up, les innovations, en tant que
catalyseurs de potentiel à les amener réellement à rencontrer leur marché international. Quand on parle d'internationalisation, on parle d'Europe ou on parle aussi des États-Unis? On parle d'Europe et des États-Unis, oui, clairement. Et plus des États-Unis que d'Europe? On dit souvent que ça dépend c'est là que se trouve le capital à risque, les fonds et tout ça, mais j'ose espérer que non, qu'il y a aussi des choses intéressantes en Europe, évidemment. Donc en termes de marché, ça va vraiment dépendre de l'innovation. Elle pourrait être plus focusée sur l'Asie, sur l'Europe ou sur les États-Unis. En termes de capitaux, c'est clair que on n'a pas à pâlir des capitaux. Bon, ils sont moins nombreux et moins facilement accessibles qu'aux États-Unis. Mais il y a vraiment une structuration des capitaux sur les dernières années qui fait qu'il y a un ensemble de fonds sectoriels qui permettent vraiment de supporter des startups. Malgré que, sur les 3 dernières années, cet écosystème est un peu plus complexe à atteindre pour les startups. À cause de quoi? Alors là, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que un fonds, quand il est construit, sa logique, c'est j'investis dans une start-up et après un certain temps, j'en ressors parce que la start-up est rachetée ou parce qu'elle fait une entrée en bourse. Et cette dynamique-là est moins bonne pour le moment. Et donc, il y a beaucoup de capitaux qui sont mobilisés dans des start-up qui ont été investis dans les 3, 4, 5 ans, qui ne sont pas libérés. Ils sont plus libérés, débloqués pour pouvoir passer à l'étape d'après. Tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est un premier grand élément. Et donc, ça se voit notamment au niveau du seed. Pour le moment, trouver du seed pour les startups est beaucoup plus compliqué qu'avant. Je discutais encore dernièrement avec un directeur d'un grand fonds installé en France, mais qui rayonne au niveau européen. Ils reçoivent 3000 dossiers par an. Donc, il y a Parce que le risque est plus difficile à supporter, c'est ça en fait. Parce que ça, c'est l'étape, entre guillemets, la plus risquée. Tout à fait. Et donc, les fonds sont toujours bien présents, mais actuellement, ils ont plus tendance à investir dans des scale-up, donc qui ont déjà démontré les premières étapes du marché. Et cette approche, ce seed qui est plus compliqué à obtenir pour nos startups, on le rencontre aussi avec nos invests régionaux, qui sont sortis en partie des investissements seed pour entrer plus dans des logiques de fonds. On leur a fixé là aussi des objectifs qui étaient une plus grande rentabilité. Donc forcément, ça a un impact sur l'action. Ouais. Mais on peut constater donc, pour les startups qu'on suit qu'il y a une plus grande difficulté à aller chercher du seed. Ça demande qu'on les accompagne mieux, à monter leur dossier pour qu'ils soient parfaits, à définir la bonne stratégie. On ne peut pas aller contacter tous les fonds. Il y a un travail à faire. Et donc là aussi, c'est une des grandes améliorations qu'on va apporter à notre accompagnement pour aider toutes nos startups à aller faire ces levées qui sont très importantes. Alors, on l'a dit, on en a parlé, la défense. Alors, j'étais récemment au Slush, qui est un grand salon un peu tech en Finlande, où investisseurs et startups se réunissent. On avait un peu l'impression que la défense, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or. C'est un peu là où tout le monde cherche. Bon, le contexte géopolitique, il ne faut pas faire un dessin, fait qu'on réinvestit massivement dans ce domaine-là. Pour vous, c'est important, du coup ? Pour nous, c'est crucial. Je parlais des accélérations qu'on réalise à l'international. Pour le moment, c'est principalement dans le secteur de la défense. Et donc, on va passer, sur cette année-ci, on a accompagné 25 startups. L'année prochaine, c'est 4 fois plus, c'est 100 startups dans le domaine de la défense qu'on va accompagner. Parce que la Wallonie a aussi un écosystème. Vous avez parlé des écosystèmes qui est très important dans ce domaine. Donc, c'est un des secteurs où la Wallonie est vraiment leader. Et donc, ça permet vraiment de non seulement amener une expertise, d'avoir des talents, mais aussi de créer une dynamique avec des startups. C'est pour ça qu'on a créé Woody notamment, avec Thales, John Cockerill et FN, ce qui permet à la fois de comprendre les enjeux d'innovation de ces sociétés et de les mettre en face des startups qu'on suit, mais également que les startups puissent arriver avec des innovations et les proposer. Donc c'est à la fois du technology push et du technology pull. Et quand on parle de défense, c'est large. Enfin, je veux dire, c'est pas que, des armes intelligentes ou enfin, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Il y a des aspects biotech, il y a des aspects qui sont liés à la cyber security. Donc, pour vous donner un exemple, dans le dernier challenge OTAN qui a été lancé, donc au travers de l'accélérateur Diana qu'on opère, c'est 15 thématiques de challenge qui sont présentes. Donc, de nouveau, pour parler de l'OTAN, puisque c'est tout récent, vous allez avoir une primeur, puisque les sélections ont été annoncées maintenant. Sur les 4000 candidats,
150 sélectionnés, et Cocorico, on a 3 Belges, dont 3 Wallons. Donc c'est vraiment une très bonne chose. C'est une bonne nouvelle, oui. Tout à fait. Et qui sont dans quel domaine? Enfin, je ne sais pas si on peut donner un peu plus de précision. Il y a IPIS qui est dans le domaine des semi-conducteurs. Ils fabriquent des électroniques, notamment sur des logiques de harvesting. Et il y a également une autre société, Kelios, qui lui est active dans tout ce qui est énergie. Donc oui, ça montre bien que la défense, des opportunités, oui. C'est un peu plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concentre toutes les énergies aujourd'hui? Enfin, je veux dire, est-ce que... Non, ça reste un secteur où il y a beaucoup d'argent, mais le chemin est compliqué, il est long. Et c'est aussi notre rôle de l'expliquer aux startups. Ouais. Il y en a beaucoup qui viennent nous trouver avec une innovation, des startups, et qui pensent qu'elles vont pouvoir tout de suite signer avec la défense comme donneur d'ordre. Et on doit leur expliquer que le chemin le plus intéressant et qui s'offre à eux, en tout cas, c'est plutôt d'aller vers des donneurs d'ordre, de discuter avec eux comment faire un bloc technologique qui pourrait être intégré. Et c'est un vrai travail pour nous de leur expliquer comment, à partir d'une innovation, arriver à une logique de marché, dans un marché où il y a énormément de réglementation. Et donc, une de nos grandes actions, c'est vraiment accompagner nos startups dans différents secteurs, dont celui-là. À partir d'une bonne idée, quelque part. Enfin, c'est ça, oui, tout à fait. Enfin, d'une bonne idée ou d'une recherche qui peut aller au-delà de la simple recherche pour devenir un objet économique, c'est ça. Tout à fait. De dire, à partir de là, on vous prend la main et... on transforme une innovation en une valeur marché. Et vous avez beaucoup de sollicitations quand vous dites ça. Je dirais, est-ce qu'il y a un bouillonnement en Wallonie qui existe? Bon, il y a... Pour vous donner une métrique, on est en termes de start-up plus ou moins, en tout cas chez Ignity, des start-up accompagnées plus ou moins au même nombre que ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc on reste stable. La seule point faible, c'est les spin-offs, où on a beaucoup moins... Donc c'est quoi? Ce qui émane des universités? Tout à fait. Enfin, ouais. Et donc c'est le terreau idéal pour faire des innovations de rupture, puisqu'il y a du financement et il y a des équipes et des compétences pour vraiment réfléchir à l'innovation de manière beaucoup plus poussée que si on la finance en direct par du capital. Et là, sur ce point, il y a 10 ans, le portefeuille Dignity représentait 30% de spin-off. Actuellement, il n'y en a plus que 10%. Et c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a une époque, on parlait des pôles de compétences, quel est le plan Marshall, enfin que sais-je, c'est-à-dire qu'il y avait une dynamique qui était un peu centrée autour de ça? C'est ça qui a évolué ou bien c'est autre chose? Je pense qu'il y a plusieurs choses et on a eu beaucoup de réunions avec le SPW et les universités pour en discuter. La première chose, je pense qu'il est très important pour un chercheur entrepreneur de comprendre au moment où il démarre sa recherche quelle va être la logique de discussion de transfert de technologie avec l'université. Plus c'est clair tôt dans le process, plus le chercheur peut se projeter dans son entreprise, qui va devenir son entreprise. Et donc il faut intégrer la dynamique entrepreneuriale dès le début, en fait, aussi vite que possible. Et la dynamique et la clarté contractuelle. Ouais. C'est ce qui se fait dans des écoles aux États-Unis comme au MIT. Vous démarrez, vous avez tout de suite votre contrat en main, et donc vous savez, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui a peut-être changé, c'est qu'il y a moins de profs entrepreneurs. Il y a eu des grands noms, des profs qui ont entrepris et qui ont créé énormément de start-up à partir de leur département. On voit moins ça maintenant. Et donc, il y a un enjeu, je pense, pour les universités également, quand ils recrutent des profs, les publications, on sait comment ça va, c'est un des points centraux pour identifier les futurs profs. Mais les dynamiques d'entrepreneuriat devraient être plus mises en évidence et plus soutenues également. Alors on a parlé de la défense, en Wallonie il y a d'autres écosystèmes qui sont intéressants, l'aérospatial, le biotech, ça veut dire que là aussi il y a des choses qui bougent, certains, parlons de biotech, ça a été un peu plus difficile récemment, mais est-ce que ça veut dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous l'avez dit au départ, oui, mais... Oui, et la biotech est une bonne illustration, donc on est parti d'un constat avec d'autres acteurs de l'écosystème, Biopark et B2H, tous les deux... dans une discussion à 3, nous disent on a un problème, il n'y a pas d'incubation actuellement possible pour des startups biotech et on pense qu'il y a un besoin. Et nous, disent Biotech et B2H, on ne va pas développer une redondance avec ce que vous faites. Discutons ensemble pour développer un programme d'incubation pour les biotech. Et donc, ce faisant, on a dit ok, on va objectiver le besoin. On a interviewé 25 startups, certaines qui avaient très bien réussi, certaines qui ont échoué, pour collecter ce besoin. Et ce qui ressort, c'est que pour 80% d'entre elles, elles désirent se faire accompagner par un entrepreneur qui a réussi précédemment. Et donc dans ce binôme qui est vraiment
la force d'Ignity, en fait, c'est un accompagnement d'entrepreneurs par des entrepreneurs. C'est quelque chose de réellement unique et qui crée énormément de valeur, énormément de légitimité. Quand vous êtes en discussion avec un entrepreneur d'entrepreneur à entrepreneur et que vous devez un peu le challenger, le sortir de sa zone de confort, ça se passe bien dans ce contexte-là. C'est pas toujours évident. C'est une forme de compagnonnage, en fait. Enfin, exactement. Oui, ce qui rend, du coup, la relation sans doute différente et plus facile, en tout cas plus challengeante aussi, par ailleurs. Mais... Et ça va encore un peu plus loin dans l'enquête qu'on a menée au niveau des biotech, puisque ce serait dans la logique du pilote qu'on va lancer dès l'année prochaine. C'est à la fois cet accompagnement avec un entrepreneur, mais également un comité de mentors qui ont tous entrepris et qui permettent de challenger le porteur de projet et de l'aider dans tous les aspects, que ce soit régulatoire, les aspects R&D, la mise sur le marché et les dépôts de brevets. Ça veut dire que quelque part, il y a un besoin de structurer, de professionnaliser, enfin, je ne sais pas si le mot est correct, mais ces startups pour qu'elles soient plus solides, qu'elles arrivent sur le marché avec des reins plus solides. Oui. C'est certain. Quand on regarde le profil typique d'une startup, c'est un groupe d'ingénieurs ou de scientifiques qui ont travaillé très dur sur des aspects techniques. Ce qui est super, et qui sont souvent amoureux de ce qu'ils ont réalisé. Ce qui est très bien aussi d'ailleurs. Oui. Et il faut après aller rentrer dans une logique de marché. Et là, il y a vraiment besoin d'outils comme Ignity pour faire ça. Et on est très très fiers d'aider tous ces entrepreneurs à pleinement réaliser leur potentiel à l'international. Quand on dit une logique de marché, ça veut dire par exemple, ça commence par le pitch, c'est-à-dire de bien défendre son projet, le cerner, pour une audience, en tout cas des consommateurs potentiels, c'est ça en fait. C'est la base et ça demande déjà beaucoup de travail avec certains. Aux États-Unis, il y a des vrais cours là-dessus. Enfin, ça demande vraiment, parce qu'en plus ça doit être fait en très peu de temps, donc il faut être très efficace. Il faut pouvoir expliquer théoriquement en quelques mots son projet, en quelques minutes et en 10 minutes. C'est dur en fait. Hein. Tout à fait, ça demande une gymnastique, mais c'est comme le reste, ils ont appris leur science, il faut qu'ils apprennent comment bien pitcher. C'est pas de la rocket science, il suffit juste de s'entraîner et de se faire challenger par des équipes telles que nous. Voilà. Ça demande aussi une gestion, j'imagine, c'est-à-dire de porter son projet, comme vous dites, au-delà de l'idée, de la théorie, du concept qui peut être exceptionnel, mais j'imagine, ça aussi, ça fait partie de... Oui. Et est-ce que vous dites, parfois, en Wallonie, ça manque, ça, justement, cette capacité... On dit souvent, l'esprit d'entreprise, la capacité à gérer, c'est pas toujours notre fort, en fait. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. On ne peut pas demander à une personne qui va entreprendre et qui est dans l'excellence technique de devenir un excellent comptable, directeur financier, un excellent manager, un excellent HR. Il peut le faire dans une certaine mesure tant que la start-up a une taille limitée, mais à un moment donné, et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il doit créer une équipe de management avec lui. C'est notamment pour ça qu'il y a des aides CXO qu'on opère, qui permettent à ces entreprises d'aller chercher des profils de haut vol. Et c'est un des grands challenges aussi pour nos entreprises. C'est au moment où elles passent à la scale-up, c'est de comprendre qu'elles doivent compléter leur équipe pour pouvoir atteindre l'internationalisation. Et vous, votre message, vous l'avez vécu, vu que vous avez créé vos entreprises, accompagné des entreprises, c'est de dire, jetez-vous, quoi, et on est là aussi pour vous tenir la main, pour que le parcours ne soit pas trop... Je ne peux dire que ça. Je peux dire que l'aventure est super, que ce soit une réussite ou un échec, vous aurez gagné. Et vous avez réussi, vous avez connu des échecs aussi, non ? Comme tout le monde, mais pas dans le domaine entrepreneurial pour le moment. Oui, c'est ça. Mais donc, parce que ça aussi, c'est une culture qu'on doit apprendre, se dire on peut réussir, on peut échouer, c'est pas grave. On apprend plus dans un échec que dans une réussite. Moi, j'ai toujours entendu ça et ça s'avérait vrai. Donc voilà. Pour vous aussi, qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, la possibilité maintenant de le faire pour d'autres, quelque part ? Tout à fait. Et surtout, le fait de démystifier, et ça c'est très présent en Europe, l'échec aux États-Unis étant censé, l'échec en Europe donne lieu à être monté du doigt, alors qu'on devrait reconnaître l'effort de ces personnes. C'est se mettre en danger que d'entreprendre. Bien sûr. Est-ce que ça demande des qualités particulières, de l'audace, de la créativité, de comment vous voyez ça ? Oui, il faut clairement de l'audace, de la créativité, de l'ouverture d'esprit et une capacité à fonctionner en équipe, parce qu'innover tout seul, dans son coin, dans son labo, c'est une chose, mais amener une innovation sur un marché, ça demanderait une équipe forte.
Alors, évidemment, maintenant vous êtes à la tête d'Inity avec ce beau challenge dans un moment qui est quand même particulier. Est-ce que vous vous dites, vous avez un rôle à jouer bien sûr, mais que vous avez foi en un grand mot du moment, la réindustrialisation de la Wallonie, de l'Europe? Est-ce que ça vous semble un pari que l'on peut réussir? Ah oui, tout à fait. J'y crois et toute mon équipe y croit et s'engage justement dans ce chemin-là. Le fait d'amener des innovations à devenir des leaders de marché va tout à fait dans ce sens-là. Et je pense que tout l'écosystème wallon en a bien conscience. Et toutes les transformations qu'on est en train de faire dans cet écosystème au travers de différentes réformes portées par nos ministres amènent de la clarté. Et donc c'est tout profit pour les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui visent l'international. Donc ça veut dire quoi? On a besoin d'une lisibilité dans les aides qui sont apportées, même si elles sont moins importantes, dans les structures d'accompagnement, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut plus de lisibilité. On est en train de diminuer certaines structures en termes de taille et de nombre, ce qui est une bonne chose. Il faut surtout que les structures collaborent mieux entre elles. Et donc ça, c'est depuis que je suis arrivé, on a organisé beaucoup de meetings avec beaucoup de structures, on fait rencontrer les équipes pour faciliter la formation. Et l'objectif également pour nous, c'est vraiment de nous positionner transversalement dans l'écosystème. S'il y a une accélération ou une incubation de start-up tech à faire au niveau régional, on peut s'en occuper, vous pouvez nous déléguer la mission, on peut l'opérer pour vous. Et surtout, évitons toute redondance dans ce secteur. On a une expertise, on a une expérience puisque c'est des entrepreneurs, on vise l'excellence, on développe les réseaux, donc comptez sur nous pour amener la pièce qu'il vous faut dans votre projet d'incubation, votre projet d'accélération. Alors, ça se fait aussi au niveau, vous l'avez dit, la volonté c'est de l'international. Bon, il y a l'Europe, qui n'est pas toujours les structures les plus simples. On a en Belgique des structures compliquées. On a par exemple un ministre de la Défense qui est Theo Franken, plutôt un nationaliste flamand. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on trouve bien la manière de coordonner tout ça, de trouver sa place aussi dans tout ça? Tout à fait, mais il y a des initiatives qui fonctionnent. On vient de signer avec la Défense belge le premier accélérateur dans la défense. Et on l'opère. Ah, c'est concret. C'est concret. On l'opère en collaboration avec IMEC. Voilà, donc. Ça montre que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ouais. Si on se met vraiment dans une logique, on travaille pour les entrepreneurs, c'est l'entrepreneur le client, l'entrepreneur tech. Ça doit être ça le fil conducteur. Tout à fait. En fait. Ouais. Alors, David de la Vecchia, vous avez donc présenté maintenant ce plan stratégique. Alors, vous en êtes où? C'est-à-dire que maintenant, vous avez, c'est un document qui existe, vous avez encore des étapes à franchir. Comment ça se passe pour vous? Comme tout plan stratégique, il y a un plan d'action derrière, un plan opérationnel. Ouais. Et donc, ça se traduit sur un ensemble d'actions qui vont être menées sur les 2 prochaines années. C'est sur 2 ans, oui, ok. Oui. Et donc, par exemple, c'est la montée en capacité de l'équipe pour être capable d'accueillir ces 100 startups internationales. On parlait tout à l'heure des biotech, c'est lancer un pilote en accompagnant 2 ou 3 biotech sur la région pour vraiment mettre en place ce programme d'incubation start-up. C'est développer tous les réseaux sur lesquels on veut vraiment s'appuyer pour avoir cet aspect de mentoring qui est fait par des gens qui l'ont fait plus que par nos coachs encore. Donc oui, une roadmap longue. L'objectif pour nous, c'est d'avoir finalisé la transformation dans les 2 ans. Et puis passer au niveau de l'extension parce qu'on aura des fondamentaux encore plus solides qu'actuellement. Et alors le rêve, c'est quoi? C'est que justement qu'il y ait des start-up, des scale-up qui prennent leur envol, c'est ça, comme vous avez pu le faire à une époque? C'est à la fois le rêve et la réalité, donc c'est le combat qu'on mène tous les jours, c'est amener nos entreprises à ce qu'elles se réalisent. Quelque part, à ne plus avoir de lien avec elles, ou en tout cas qu'elles aient plus besoin de vous. Mais qu'elles reviennent dans notre réseau pour aider les autres. Voilà, ça, ce serait le cercle vertueux. C'est ça, oui. C'est exactement ça, le compagnonnage dont on a besoin. Oui. David de la Vecchia, merci beaucoup. Voilà, merci. Un voyage bien intéressant dans l'incubation des startups. On espère que beaucoup d'entre elles vont prendre leur envol, que la Wallonie pourra se redéployer. C'est ce qu'on espère. Merci à tous, à la semaine prochaine.